Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous l'avais vu dans la vidéo précédente, nous avons parlé des Intel GMA machin chouette, qui est la génération précédente de graphiques Intel. Cette génération était pas forcément géniale, et il a fallu continuer sur cette génération-là avec les premiers i3, i5, etc., qui étaient avec graphiques intégrés directement au processeur. C'était plus ou moins le même cœur, bon bien entendu un peu boosté, parce que comme il était maintenant fabriqué en même temps que le processeur, eh bien nous pouvons bénéficier de meilleures technologies de fabrication, qui permettaient d'aider fortement le truc, même si ça restait la même technologie. Mais là, nous sommes en 2012, et en 2012, un petit peu avant, en fin 2011, nous avions les Sandy Bridge qui sortent chez Intel. Ils sortent avec une technologie intégrée qui est un nouveau cœur graphique d'une toute nouvelle architecture, complètement différente des précédentes. Il s'agit des Intel HD graphiques. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait des HD 2000 et 3000. 2000 pour le bas de gamme, 2000 en fait on les retrouvait dans pratiquement tous les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables très bas de gamme. Ensuite, les 3000, nous les retrouvions surtout sur les ordinateurs portables avec les corps i3 et i5 et i7 aussi, pour ordinateurs portables qui venaient avec donc ce fameux HD 3000 qui est quand même considérablement meilleur que le HD 2000 quelque chose que vous pouviez trouver dans les autres processeurs. Les séries K bizarrement ont droit à des GPU meilleurs que les processeurs bas de gamme, je sais pas pourquoi, alors que tout le monde va se dire qu'avec un truc comme ça les gens vont mettre une carte graphique. Donc on va regarder maintenant la carte mère de cet ordinateur portable. Je l'ai démonté précédemment à faire cette vidéo pour changer la pâte thermique. Le but étant d'être certain que nous soyons pas, limités par la température au niveau des performances. Comme ça, nous pouvons avoir des benchmarks qui devraient poser aucun problème, en fait. Vraiment être représentatif du composant. Parce que avant que je le démonte, je me rendais bien compte quand même qu'il y avait un sacré problème. Maintenant, il n'y a plus aucun problème, j'ai vérifié les températures, tout va bien. Donc pareil pour cette carte mère, la pâte thermique était complètement morte. En même temps, nous étions, comme je disais, en 2012, quand ces ordinateurs portables se sont vendus, 2012-2013, et ça commence à faire un petit moment quand même, surtout pour des trucs comme ça qui ont tendance à cuire de l'intérieur. Donc sur ce Asus en particulier, la carte mère est faite de cette manière. Nous avons le processeur graphique est donc intégré dans le processeur, il n'est pas dans cette petite puce ni dans cette petite puce, cette puce-là étant un chipset graphique dédié Nvidia, qui a sa propre RAM d'ailleurs, donc chipset graphique dédié Nvidia, le 520MX, qui est aussi le sujet de cette vidéo, nous allons voir ça un peu plus tard, et ce truc-là, c'est juste ce qui gère tous les ports, notamment les Serial ATA, le PCI Express, etc., etc., le PCI Express, le petit PCI Express, parce que le gros PCI Express est relié directement au processeur. Ce que j'appelle le gros PCI Express, en fait, c'est le PCI Express qui relie le processeur graphique au processeur, c'est-à-dire en gros comme sur un ordinateur fixe, à partir de cette génération-là, il y a un PCI Express géré directement par le processeur lui-même, et les autres PCI Express secondaires sont gérés par un composant secondaire, ici un composant relativement basique, étant donné que la seule chose qu'il a à gérer, c'est comme je disais les Serial ATA, le PCI Express pour la carte Wi-Fi, et l'USB a priori, et je crois que c'est pratiquement tout. Certainement le réseau aussi avec, pendant que j'y pense, mais voilà, donc ensuite un autre truc spécifique au processeur depuis l'Athlon 64 chez AMD, c'est-à-dire il y a bien longtemps, et aux i5, i7, i3, machin et tout ce que vous voulez, la RAM est reliée directement au processeur, ce qui n'était pas le cas dans les corps de duo et ce genre de trucs, et ça a tendance à vachement améliorer notamment les performances du GPU intégré dans le processeur, parce que il a comme ça pas besoin de faire du ping-pong avec un composant supplémentaire qui va faire intermédiaire avec la RAM, etc., etc. Là, en l'occurrence, la RAM graphique et la RAM pour le processeur sont gérées par le même composant, reliés directement l'un à l'autre. Le dual channel est géré aussi d'ailleurs. Bref, et pourquoi je vous montre cette carte mère ? Eh bien tout simplement parce que le GPU, comme vous pouvez le voir, n'est pas interchangeable. C'est celui qui sera soudé avec, et puis c'est tout. On se débrouille. Donc si on avait envie de faire une upgrade GPU, c'est pas possible. Alors là, c'est spécifique à cet ordinateur, ça a rien à voir avec cette génération en globalité, mais sur cet ordinateur, je voulais vous montrer aussi comment est mise la carte mère. Elle est mise comme ça, avec voilà, vous avez le disque dur qui est vers là, etc., etc. Mais surtout, le truc qui est très drôle, c'est la batterie se trouve ici, et les composants les plus chauds, ainsi que le radiateur qui vient refroidir ces composants les plus chauds, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une bouillotte ici, plus une deuxième là,
tout ça est le long de la batterie. Alors imaginez pas à quel point la durée de vie de la batterie est nulle, enfin je parle pas de l'autonomie, hein, mais vraiment la durée de vie, c'est-à-dire la batterie tombe en panne très rapidement, parce qu'elle surchauffe tout bêtement. Il suffit que vous jouiez avec cet ordinateur, voire même que vous fassiez autre chose, hein, pas forcément du jeu, hein, parce que pour information, un autre truc assez caractéristique de cet ordinateur, alors bon c'est le cas aussi de beaucoup d'autres ordinateurs, mais vous voyez le processeur il est relié au ventirad qui se trouve ici, mais c'est les mêmes tuyaux en cuivre, enfin les mêmes morceaux de cuivre, hein, qui vont relier d'abord ça, puis le radiateur. Du coup, quand ça chauffe, ça chauffe, quand ça chauffe, ça chauffe. Donc en gros, il suffit que vous utilisiez très fort le processeur et la température va monter ici aussi, le long de la batterie. Ça, c'est le connecteur de la batterie. Donc bref, en gros, nous sommes sur une conception magnifique, hein. Alors désolé pour devoir à nouveau filmer un écran, hein, mais OBS ne fonctionnant pas sur cet ordinateur correctement, bah malheureusement je ne peux pas faire autrement. Alors j'ai essayé, tant bien que mal avec ce bloc-notes, de faire le focus manuellement, cette fois-ci le mieux possible, histoire de ne pas avoir de problème de focus qui fout la merde comme la dernière fois, et j'ai essayé de filmer ça mieux, hein. Je vais faire ce que je peux. Dans les prochaines vidéos, il y aura pas ce problème, parce que je pourrais capturer avec OBS de toute façon en trichant un petit peu, mais bah malheureusement pas avec cet ordinateur, parce que je sais pas pourquoi OBS sur cet ordinateur enregistre un écran noir. Je sais pas si ça a un rapport avec la technologie Nvidia Optimus qu'il y a à l'intérieur de cet ordinateur, j'en ai aucune idée. J'ai essayé en tout cas avec la carte graphique Intel et avec la carte graphique Nvidia, et dans les deux cas, j'ai ce problème, donc bon, je sais pas d'où ça vient. Du coup, justement, parlons un petit peu de cette technologie Optimus. Le concept est de faire en sorte que, si il y a deux GPU dans votre ordinateur, vous pouvez utiliser le GPU Intel pour des tâches basiques, comme ça vous avez pas de problème d'autonomie, et vous pouvez utiliser le GPU Nvidia pour faire des tâches type jeu, etc., etc. Voilà, comme ça les deux sont utilisés de manière optimale, d'où le nom. Alors, ça n'a rien à voir avec les Transformers ou je sais pas quoi. Et vous allez voir que en faisant des benchmarks, on peut comme ça comparer les deux composants. Alors, si cette vidéo s'appelle de cette manière-là, c'est parce que, en effet, les deux composants sont dans le même ordinateur, mais ça fait un tout totalement incohérent. Parce que, bizarrement, les deux composants, que ce soit le Intel HD graphique ou le 520MX de Nvidia, ont pratiquement les mêmes performances. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de comparer les performances, nous sommes sur le GPU Intel, donc nous pouvons voir s'il y a toujours des problèmes de compatibilité, comme il y avait avant avec l'ancienne génération. Donc on va ouvrir FaZe, et comme vous voyez, il fonctionne même parfaitement, hein, j'ai pu essayer, il n'y a aucun problème de performance d'ailleurs, bon, heureusement, encore une fois, c'est juste un petit jeu, etc. Donc bref, FaZe, pas de problème de compatibilité. Bastion, ça marche aussi, d'ailleurs ça marche plutôt bien. Voilà, donc maintenant on va ouvrir Rayman 3 pour voir si on a exactement le même bug que la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, le même bug apparaît, donc c'est vraiment un problème avec les pilotes Intel. Bon voilà, mais c'est le seul qui n'a pas été résolu. Le reste, au niveau de la compatibilité, j'ai rien à dire. Le seul autre truc incompatible que j'ai pu voir avec le GPU Intel, c'est des trucs extrêmement récents qui de toute façon sont largement au-delà des capacités du GPU, comme par exemple Skyrim Special Edition qui, comme vous le voyez, démarre sur un écran gris et plante. Si vous allez dans le petit panneau de configuration Nvidia, et que vous choisissez l'utilisation du processeur Nvidia, ou globalement, ou pour un programme en particulier, il va du coup utiliser le processeur Nvidia plutôt que le GPU intégré. Et c'est là que vous voyez que dans cet ordinateur, il y a bien deux GPU complètement différents, parce que là, Skyrim Special Edition fonctionne, il fonctionne au ralenti, hein, donc on peut pas vraiment appeler ça un intérêt particulier. Si c'était une plus performante comme une 540 ou quelque chose comme ça, certainement que là, il y aurait un intérêt, mais là, l'intérêt étant négligeable, mais vous voyez quand même que ça fonctionne. Bon, aucun jeu qui est incompatible avec le GPU Intel sera compatible et jouable avec ce GPU GeForce GT 520MX parce que voilà, les capacités sont juste pas là, hein, bien entendu. Bon, ça c'est dommage, mais c'est vraiment un combo complètement inutile, et vous allez voir pour d'autres raisons plus tard, notamment l'autonomie ou les performances tout court. Mais un autre truc que l'on peut dire aussi, c'est que du côté compatibilité, par exemple, Rayman 3, bon, c'est peut-être pas forcément très utile parce qu'il doit y avoir des patchs pour régler ce problème avec le GPU Intel et en plus pouvoir lui mettre des résolutions HD ou des trucs comme ça, mais en tout cas, dans sa version d'origine, disque et compagnie, eh bien là, il fonctionne sans
poser de problème, sans avoir de bug ou je ne sais quoi. Donc voilà bien là le seul intérêt qu'il pourrait y avoir à avoir ces deux GPU dans le même ordinateur. L'un est plus économe, l'autre a une très légère meilleure compatibilité avec les jeux. Alors nous voilà maintenant sur Geometry Wars 3, un de mes jeux préférés, j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais ce que j'aime bien surtout c'est y jouer à 60 fps. Et là nous sommes sur batterie, avec le GPU Nvidia, et vous pouvez voir au petit compteur qu'il y a dans le coin, je sais pas si vous voyez très bien, mais le petit compteur nous indique 42 fps. Voilà, j'ai mis un compteur un peu plus visible, comme vous pouvez le voir, 42 fps environ en moyenne, ce qui est relativement faible en fait, parce que ce jeu se joue quand même beaucoup mieux à 60 fps. Bon, ça reste jouable, hein, y a pas de problème, mais vous allez voir ce qui se passe quand je rebranche le secteur. Voilà, je branche le secteur, et là, bizarrement, le jeu fonctionne, bon, pas à 60 fps, mais il fonctionne mieux, quoi. Il va à peu près... alors, il monte à 60 régulièrement, il peut descendre à 52 ou je sais pas quoi. Excusez-moi de jouer comme une patate, hein, mais en même temps, en regardant à travers le petit écran de la caméra, ça fait n'importe quoi. Vous voyez, ça descend à 53, etc. Donc, vous voyez que le GPU Nvidia, eh bien, il a besoin de descendre en dessous de 60 fps. Ce jeu est bloqué à 60 fps de toute façon. Enfin, peut-être que... à mon avis, c'est parce qu'il doit avoir le V-Sync d'activer en permanence et non désactivable dans les options, et cet écran, il va pas au-delà de 60 fps, donc ça sert à rien d'aller plus haut de toute façon. Donc bref, tout ça pour dire que sur batterie et sur secteur, nous ne sommes pas à 60 fps, mais clairement pas comme nous sommes sur batterie. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va passer au processeur graphique Intel intégré, et là vous pouvez voir que sur batterie, avec le chipset intégré Intel, là nous avons nos 60 fps, nous les avons même relativement constants. Alors ça descend très rarement en dessous de 58 ou ce genre de truc, mais ça arrive un petit peu de descendre sur batterie, parce que là aussi sur batterie, le chipset intégré de chez Intel active des optimisations pour avoir une meilleure autonomie. Et là, j'ai remis le secteur, et nous sommes toujours à 60 fps, bien entendu, hein, ça serait bizarre que ça baisse en mettant le secteur, à moins que ça fasse surchauffer la batterie, par exemple. Eh bien, petite chose entre parenthèses, faire surchauffer la batterie parce que vous débranchez et rebranchez sans arrêt le secteur, c'est quelque chose qui arrive sur cet ordinateur portable. D'ailleurs, c'est justement ce qui m'est arrivé pendant que je faisais cette vidéo, ce qui faisait des résultats très bizarres au niveau du compteur de FPS, qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu en testant cet ordinateur pendant de très très longues heures avant hors vidéo, parce que bien entendu quand on utilise son ordinateur de manière correcte, on passe pas sans arrêt à débrancher, à rebrancher. Et donc vous voyez que là, le nombre de FPS est à 60, et il est parfaitement constant, hein. Je l'ai jamais vu descendre en dessous de 60 quand on est sur secteur avec ce jeu. Bref, tout ça pour dire que le GPU Intel, il lui arrive régulièrement d'être plus performant que le GPU Nvidia dans cet ordinateur. Ça paraît complètement aberrant, mais pourtant c'est totalement vrai. La grande majorité des jeux, même Skyrim d'ailleurs version normale, est plus rapide avec le GPU Intel qu'avec le GPU Nvidia. Comme vous pouvez le constater, avec le GPU Intel, nous frisions les 25 fps, qui rend le jeu à peine jouable, mais disons que si on a un peu de patience, on peut y jouer. Bon, après il faut peut-être baisser encore quelques paramètres éventuellement, parce que nous sommes au preset low et on peut réussir à mettre encore plus bas ou changer la résolution pour quelque chose d'un peu plus bas, genre du vrai 720p au lieu du 768 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a peut-être moyen de rendre ça jouable avec le GPU Intel, mais avec le GPU de chez Nvidia, vous pouvez voir qu'ici c'est pas jouable du tout. Nous sommes en dessous de 20 fps la plupart du temps, ça peut descendre jusqu'à 15. Enfin là, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de modification de paramètres ou je ne sais pas quoi, vous n'aurez jamais une expérience utilisable avec Skyrim, et c'est pas la version spéciale, hein, je rappelle, hein, c'est la version normale, donc ce jeu est vraiment limite jouable sur cet ordinateur. Et c'est con, parce que s'il y avait eu, au lieu d'une 520MX, ne serait-ce qu'une 540 ou quelque chose comme ça, qui sont au moins 2 fois plus puissantes, eh bien nous aurions eu aucun problème à jouer à ce jeu. Et le GPU Intel aurait pu avoir un intérêt uniquement dans le but de faire baisser la consommation, au lieu d'avoir un intérêt dans le but d'avoir de meilleures performances que le truc qui consomme plus. Ça n'a
aucun sens. Et encore une fois, ce problème, c'est que c'est relativement fréquent avec les GPU bas de gamme sur ordinateur portable ou même sur ordinateur fixe de chez Nvidia ou ce genre de truc. Quel est leur intérêt ? Dans cette génération-là, ça n'avait aucun sens de sortir des trucs aussi peu puissants. Et vous vous dites peut-être, oh mais l'intérêt, je sais, c'est pour laisser le choix, comme ça on peut jouer à un truc Nvidia, si jamais c'est mieux optimisé Nvidia, ça fonctionnera mieux. Ah, bon, voilà, et si c'est mieux optimisé Intel, bah ça fonctionnera mieux sur le GPU Intel, donc même s'ils sont à peu près des mêmes performances, eh bien on pourra quand même passer de l'un à l'autre, ça peut être utile. Eh bien, détrompez-vous, ça a un inconvénient qui malheureusement ne peut pas être comme ça viré, etc. Et c'est vraiment l'autonomie. Parce que même si on force l'utilisation du GPU Intel pour l'intégralité des tâches avec cet ordinateur, le GPU Nvidia n'est jamais totalement éteint. Donc en gros, il consomme... Si vous mettez en mode Nvidia permanent, il consommera tout le temps beaucoup plus. Mais si vous mettez en mode Intel permanent, malheureusement, ce GPU, je le répète, n'est pas complètement éteint. Il n'est pas comme si on l'avait enlevé, détaché de la carte mère et foutu à la benne, si vraiment on l'aime pas du tout. Mais bon, sinon on le met sous vitrine, je sais pas, hein, c'est vous qui voyez ce que vous faites avec vos trucs. Mais bon, donc ce que je disais, c'est que ce GPU Nvidia va rester en permanence en arrière-plan en train de bouffer de la batterie. Si on avait fait le même ordinateur sans aucun GPU marketing, parce que là c'était juste pour marquer, regardez, il y a une GeForce GT quelque chose à l'intérieur de ce truc, donc forcément il doit être mieux que celui-là avec juste le Intel HD intégré et rien d'autre. Eh ben non, j'ai un ordinateur qui a le Intel HD intégré et pas le truc Nvidia en plus, et ben l'autonomie est considérablement meilleure, et il chauffe beaucoup moins les genoux, etc. Enfin c'est pas du tout le même ordinateur, et pourtant c'est le même processeur, juste sans carte graphique supplémentaire. En fait, pour tout vous dire, je vous ai montré que quelques jeux, mais tous les jeux que j'ai utilisés, sauf Skyrim Special Edition, parce qu'il démarre pas du tout sur le truc Intel, et Civilization 5, il y a que ces deux jeux qui marchent mieux sur le truc Nvidia que sur le truc Intel. Étrangement, les benchmarks aussi sont meilleurs sur le GPU Nvidia que sur le GPU Intel. Donc, à mon avis, ce qui fait que le GPU Intel est meilleur, c'est qu'il y a très peu de jeux qui utilisent énormément de bande passante RAM sur le processeur en même temps que le GPU. Et c'est normal en même temps, la plupart des jeux sont optimisés pour des ordinateurs qui ont des processeurs qui sont de vrais chariotes, quoi, des horreurs. Genre par exemple les PS4 et Xbox One, je suis désolé, ils ont beaucoup de cœur, certes, mais les performances de ces processeurs sont nullissime. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Les jeux, ils utilisent pratiquement pas le processeur. Donc, en gros, comme ils utilisent le moins souvent le processeur possible, eh bien, ça ne bride pas le GPU. Par contre, si vous avez des trucs qui sont optimisés PC, eh bien, parfois, vous risquez de tomber sur un jeu qui va utiliser le processeur en arrière-plan et une tonne de RAM pour, par exemple, la physique ou des trucs comme ça. Là, en l'occurrence, avec Civilization 5, il y a très certainement plein de choses qui se passent en arrière-plan et qui vont bouffer complètement la bande passante que le GPU aurait besoin. Pareil pour les benchmarks que j'utilise. Après, visiblement, le moteur graphique de ces trucs-là a vraiment besoin de faire communiquer tous les composants entre eux beaucoup plus que le ferait un jeu classique, même un jeu comme Skyrim. Vous pouvez voir là les 15 FPS que ça fait sous Intel, et là vous pouvez voir que c'est considérablement meilleur avec la carte graphique Nvidia, avec les 34 FPS que ça fait. Donc c'est assez impressionnant, mais c'est le seul cas. Dans tous les jeux que j'ai essayés, il y en a pas mal d'autres que je vous ai pas montré que j'ai essayé, c'est le seul cas qui allait vraiment considérablement plus vite. La plupart du temps, c'était genre 1 ou 2 FPS de plus, mais dès qu'on passait sur batterie, ça s'écroulait. Enfin, ce genre de truc, quoi. C'était vraiment à la marge. Là, en l'occurrence, le jeu passe de complètement injouable à tout à fait correct. D'ailleurs, un truc qui est rigolo, c'est de voir que quand on scrolle dans la map, ça fait augmenter le nombre de FPS, parce que ce jeu est plutôt pas mal optimisé. Quand on scrolle, il stoppe les animations, je crois, ou des trucs de ce genre. Enfin bref. Et donc, on va enlever, encore une fois, on va débrancher, pouf, le truc de la batterie,
Et on peut voir que le nombre d'images par seconde ne baisse pas particulièrement, hein. Il reste... il a même augmenté très certainement parce qu'il a arrêté de faire un truc avec le processeur en arrière-plan, le jeu, parce qu'il a dû finir de charger tout ce qu'il avait à faire pour gagner du temps, en gros, sur le tour suivant, ou un truc du genre. Enfin bref, en gros, dès que le processeur a plus rien à faire, le nombre de FPS augmente. C'est logique, même avec une carte graphique dédiée, comme vous pouvez le remarquer. Donc ce jeu a l'air de vraiment faire des trucs en arrière-plan, hein. Je n'ai aucune idée de quoi exactement en particulier, mais voilà. Donc bref, en gros, voilà un jeu qui marche vraiment considérablement mieux. Franchement, je vous dis, généralement, tous les jeux sur cet ordinateur que j'ai pu utiliser tournent aux alentours des 30 à 60 FPS suivant la complexité, que ce soit avec le truc Intel ou avec le truc Nvidia. Dans aucun des deux cas, nous avons tellement un bon, à part sur batterie, où là, clairement, sur batterie, c'est nettement la faveur du truc Intel. Mais nettement, hein, ça peut aller jusqu'à 20-30% de plus. Ça passe un jeu comme par exemple Geometry Wars de pratiquement jouable à parfaitement jouable. Du coup, que pouvons-nous conclure ? Eh ben, nous pouvons conclure que grâce au Intel HD 3000, Intel a réussi à rendre complètement inutile, mais bizarrement vendu quand même, juste pour le marketing, les GPU bas de gamme de chez Nvidia ou AMD, mais à mon avis, AMD a jamais sorti de trucs aussi honteux que les Nvidia bas de gamme. Les Nvidia bas de gamme sont connus pour être vraiment honteuses. C'est-à-dire, en gros, des trucs qui ont tellement peu de cœur CUDA que ça devient ridicule, ou des trucs de ce genre. En gros, nous sommes en présence d'un GPU Nvidia inutile. Complètement inutile. Le seul truc que je peux lui trouver, et je peux vous dire que c'est vraiment en lui offrant vraiment des trucs, en lui donnant des crédits qu'il n'a pas, c'est il peut être légèrement plus compatible et pouvoir augmenter les performances dans quelques rares jeux. Même un jeu comme City Skyline, par exemple, qui est un jeu qui, à mon avis, je pensais qu'il allait réagir exactement comme Civilization 5, eh ben pas du tout. Il marche 1 ou 2 FPS de moins sur le truc Nvidia que sur le truc Intel, lui, avec. Donc, encore une fois, c'est un mystère pourquoi ça marche moins bien chez Nvidia, alors qu'en théorie, avec les benchmarks, encore une fois, nous sommes en présence d'un GPU qui est censé être plus performant. Eh ben, non. Pourtant, je n'ai pas vu de différence de qualité graphique non plus, hein. Je veux dire, il y a aucun truc que j'ai pu voir là-dessus. Encore une fois, je vous le rappelle, la compatibilité légèrement meilleure. Mais encore une fois, si un jeu impose DirectX 11, bah, ce GPU est théoriquement compatible, mais c'est vraiment que de la théorie, quoi. Et il y a quelques rares vieux jeux comme Rayman 3 qui ont des textures en moins chez Intel, mais dont je suis pratiquement certain des gens ont trouvé une solution pour ça c'est sûr. Et tous les gros problèmes d'incompatibilité à cause d'un OpenGL complètement à la ramasse sur l'ancienne génération, et aussi des bugs étranges de ralentissement alors qu'il n'y a aucune raison, comme avec Siberia ou ce genre de conneries, ont complètement disparu de cette génération de GPU. À la génération d'après, Intel a frappé encore plus fort en sortant leur série Iris, qui est en gros une sorte de GPU intégré beaucoup plus puissant, avec un cache de RAM, ce qui permet que le GPU ait sa propre légère RAM, en gros une sorte de cache L4 du processeur, parce que le processeur peut aussi s'en servir, une sorte de cache L4 qui permettra de moins faire souvent d'accès à la RAM, et peut-être règle le problème avec Civilization 5, je ne sais pas, je n'ai jamais eu d'Iris Pro, graphique, machin chouette, donc je ne peux absolument pas vérifier ça. Malgré tout, je peux vous dire que, franchement, nous sommes en présence d'une très belle réussite de la part d'Intel, et encore une fois, Nvidia ayant voulu faire les radins comme ils le font d'habitude sur leur gamme bas de gamme, eh bien, se sont retrouvés à se faire prendre par surprise par Intel, qui leur ont mis sous le nez un GPU intégré tellement meilleur que là, ils pouvaient pas sortir juste de la bousasse et faire genre ah ouais, mais vous voyez, c'est quand même au moins 2 fois plus puissant que le GPU intégré Intel. Enfin, c'est un argument qui vaut rien, étant donné que 2
fois 0, comme les anciens GPU Intel, ça reste toujours 0, quoi. Mais maintenant qu'un GPU Intel est plutôt performant, ben, au final, nous ne voyons rien comme intérêt à ce truc. Donc voilà, c'était une vidéo qui vous montre bien qu'il est important de tester dans des conditions réelles, en plus de faire des benchmarks, surtout si, comme moi, les benchmarks viennent tous du même fournisseur et ont tous la même particularité de taxer à mort la RAM, forcément, nous allons avoir un très gros avantage à un GPU avec de la RAM dédiée. Le souci, c'est que dès que cet avantage disparaît, le GPU Nvidia n'a malheureusement plus rien. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Surtout quand il n'y a pas de possibilité de mieux utiliser cette RAM en dehors des benchmarks. Comme je vous le disais, aucun jeu de l'époque de l'époque des jeux en gros qui sont compatibles avec ce GPU là, c'est-à-dire en gros jusqu'à Skyrim plus ou moins, aucun de ces jeux, à part Civilization 5 dans ce que j'ai trouvé, n'a la particularité de vraiment utiliser ça à son avantage. Donc clairement, rétrospectivement, ce GPU n'a aucun intérêt. À l'époque, peut-être éventuellement qu'on pouvait penser qu'il y aurait un intérêt à l'avenir, mais ça ne s'est pas concrétisé dans le concret, hein, dans la réalité, ce qui est le plus important quand même. Et bien entendu, si vous regardez dans les benchmarks que j'ai fait, vous avez la GT 440 qui a des performances qui correspondent très certainement à plus ou moins une 540 de l'époque, quoi, qui est en gros la gamme au-dessus de chez Nvidia pour les ordinateurs portables. Et les performances seraient, à mon avis, là, ce coup-ci, justifiées. Donc, c'est pas la technologie Optimus qui est complètement inutile, c'est clairement cette association de ultra bas de gamme avec le GPU intégré. Bah, désolé, mais le GPU intégré a gagné. Allez, sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!